Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Vous faites peut-être partie de ce tiers de Français qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent encore. Il y a de nombreux obstacles psychologiques, financiers, matériels, qui freinent parfois le passage à l'action. Quelles sont ces idées reçues sur l'entrepreneuriat qu'offre la filière des franchisés? On en parle tout de suite dans C'est ça la France. En deuxième partie d'émission, vous découvrirez cette application française Food qui compte les calories dans votre assiette en une seule photo. Vous êtes nombreux à prendre vos repas en photo pour les poster sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi pas profiter de ces clichés pour savoir combien de calories sont présentes dans votre assiette? On vous dit tout sur cette application française qui rencontre un franc succès. Mais tout de suite, au micro de Sud Radio, Rose-Marie Moins de la Fédération française de la franchise, la FFF. Sud Radio C'est ça la France. Bonjour Rose-Marie Moins, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. En deux mots rapidement, la Fédération française de la franchise, FFF, c'est quoi exactement ? C'est une fédération professionnelle qui défend le modèle de la franchise, ce système d'entrepreneuriat un peu particulier dont on va parler, qui le représente, le défend, le fait évoluer et rassemble un certain nombre d'adhérents, de membres qui sont des réseaux de franchise. On a une idée aujourd'hui du profil de ces jeunes qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat et notamment dans la franchise. Est-ce qu'il y a une vraie évolution aussi à ce niveau-là ? Oui, alors bien sûr, la plupart des franchisés sont d'anciens salariés, donc c'est très souvent un mode de reconversion professionnelle. On a envie de se lancer dans l'entreprise et on choisit ce modèle-là. Ils ont environ de 37 ans quand ils se lancent pour la première fois en franchise et l'âge moyen il tourne autour de 47 ans quand on prend tout le monde. C'est pas forcément des gens qui ont fait des études très longues, c'est pas le but du jeu, c'est pas ce que recherche le franchiseur. Avec des budgets qui sont très variables. Justement, c'est toutes ces idées reçues qu'il y a sur l'entrepreneuriat pour se lancer. Vous avez notamment noté 5 freins à la FFF. Il faut avoir l'idée du siècle pour se lancer. Vous dites faux. Faux, oui, faux, parce que c'est justement l'idée qu'on vient chercher chez le franchiseur qui vous la porte sur un plateau et vous explique comment la mettre en œuvre. Donc non, il ne faut pas avoir l'idée du siècle. Il y a 2000 réseaux de franchises en France, dans 90 secteurs d'activité, donc il y en a vraiment pour tous les goûts et on peut trouver l'idée qu'on a envie de déployer. Et on peut quand même créer, parce que parfois on a cette idée dans la franchise finalement d'être limité dans sa création. On peut créer, alors il faut respecter le cadre, le concept, etc. Mais on peut partager et travailler à l'évolution du concept avec le franchiseur, bien sûr. Et d'autre part, on peut aussi multiplier les points de vente et devenir ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, multi-franchisé. Donc gérer plusieurs points de vente de la même enseigne ou d'enseignes différentes. Alors beaucoup pensent aussi qu'il faut un certain profil ou un parcours spécifique pour réussir en tant qu'entrepreneur. Qu'en est-il vraiment des franchisés ? Alors, il ne faut pas de parcours spécifique. Comme je le disais tout de suite, il ne faut pas avoir fait spécifiquement d'études. Il ne faut pas être sorti d'HEC pour caricaturer un peu, pour pouvoir devenir franchisé. Le franchiseur va s'atteler plutôt à la personnalité, à la motivation de la personne. Bien sûr, son expérience professionnelle peut être un atout. Par exemple, dans la restauration, c'est plutôt intéressant, mais c'est pas une obligation, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être un expert du secteur en question. Absolument pas. Et là, c'est une autre idée reçue qu'on combat, bien entendu, puisque le franchiseur va vous former à ce nouveau métier que vous allez choisir. Donc la formation, l'accompagnement... Elle va se faire sur le terrain. Elle va se faire sur le terrain, en amont de l'ouverture et du lancement de l'activité, et pendant toute la vie du franchisé. Pas besoin d'avoir un capital conséquent pour se lancer, parce que beaucoup pensent là aussi que l'entrepreneuriat nécessite un capital initial très élevé. Pas du tout. Là aussi, idée reçue, en tout cas en ce qui concerne la franchise. On peut avoir un capital de 20 000 euros comme de 300 000 euros. On a des investissements, c'est-à-dire le coût total de la création, de la reprise, qui varie entre 70 80 000 et 1 million, 2 millions. Donc entre ces deux extrêmes, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Est-ce qu'on peut aussi parler de barrières psychologiques, la peur de l'échec, J'imagine que c'est très courant, ça aussi, avec cette crainte parce qu'on sort tout de même de sa zone de confort. Complètement. C'est souvent une petite musique qu'on a dans le fond de la tête quand on travaille, qu'on est salarié et qu'on se dit j'aimerais bien entreprendre mais j'ose pas, et puis j'ai des engagements financiers, j'ai la famille derrière moi, il faut que j'assume tout ça, et on n'ose pas se lancer.
La franchise offre une solution. Je ne dis pas que elle est vraie pour tout le monde, mais elle offre une solution parce qu'on va être accompagné et on sécurise un peu son investissement par justement cet accompagnement, ce savoir-faire que le franchiseur va vous transmettre. Il y a des dispositifs d'aide spécifiques aussi pour le financement des franchises ou pas forcément? Pas forcément, c'est de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas oublier non plus parce que là, on parle d'accompagnement, etc. Mais c'est quand même de l'entrepreneuriat. Donc on prend son sort en main et donc toutes les aides que l'État peut mettre à disposition des entrepreneurs sont valables aussi pour les futurs franchisés. Quel est l'objectif de cette campagne? C'est quoi? C'est dépoussiérer un peu la franchise, donner envie aux gens de se lancer? On a peut-être aussi des idées reçues sur la franchise en elle-même. Oui, ça fait partie peut-être de l'inconscient collectif en se disant la franchise, c'est un truc un peu ancien, on ne sait pas trop, on est pieds et mains liés, on a toutes ces idées que vous venez de citer, donc on a voulu vraiment casser les codes et dire on peut être jeune et avoir envie d'être franchisé, on n'a pas forcément envie de se lancer. La start-up, c'est pas la panacée pour tous les jeunes. Il y en a aussi qui se sentent bien dans un réseau de franchise et qu'il y a une accessibilité très très large en fait, avec des concepts très novateurs parfois aussi, parce qu'il y a des gens qui ont des idées et que voilà, on peut entre guillemets copier leur idée, mais en toute légalité, et ça peut intéresser tout le monde. Donc voilà, ça peut être un formidable modèle pour entreprendre. Exactement. C'est pas le fait de vouloir évangéliser et dire que c'est la solution pour tout le monde, mais ça peut être une vraie solution intéressante. On travaille ensemble, on forme un réseau, on en parle partout des réseaux, mais on forme un réseau, on partage des expériences et quand la dynamique est bien enclenchée, ça fait vraiment boule de neige en fait, c'est très puissant et ça permet aussi à des salariés de points de vente, de réseaux, etc., d'accéder à l'entrepreneuriat parce qu'ils connaissent le modèle, ils y ont travaillé en tant que salariés, et à un moment donné, ils sont capables de faire la bascule pour devenir leur propre patron. Et cette forme d'ascenseur social, elle est aussi très, très intéressante et très utilisée au sein des réseaux. En fait, il faut aller dans les écoles également, j'imagine, non, pour vendre ce modèle-là. Alors, pour dire que ça peut être aussi une première expérience dans l'entrepreneuriat, puis ça peut après déboucher sur autre chose, finalement. Absolument, oui. Alors, on est de temps en temps sollicité, et personnellement, j'ai fait des cours dans les spécialités entrepreneuriales, par exemple, des fois d'écoles de commerce, pour leur expliquer ce que c'est que ce modèle. Oui, et puis finalement, voilà, si on n'a pas, comme vous le disiez, pas besoin d'avoir l'idée du siècle, on peut déjà très rapidement se lancer dans la franchise, dans un secteur qui nous intéresse, et pourquoi pas grandir avec, tout simplement. Complètement, on peut. Et là aussi, il y a des jeunes réseaux, parce qu'il y a des jeunes idées, des jeunes réseaux qui sont tout petits encore, et en fonction de sa personnalité, on se dit, mais moi, je suis assez challenger, donc je vais plutôt aller vers ce réseau-là, et puis je vais grandir avec lui, je vais lui apporter mon savoir-faire aussi, ou alors on se dit, non, moi, je veux un truc super sécurisé, donc je veux un réseau qui existe depuis 20 ans, qui a fait ses preuves depuis très très longtemps, avec beaucoup de points de vente, et ça me rassure encore plus, quoi. Donc, mais ça reste quand même l'entrepreneuriat avec ses risques, donc c'est peut-être une... bien sûr, là c'est pas une assurance tout risque, la franchise, parce que c'est quand même le franchisé qui maîtrise la gestion de son entreprise, avec l'aide du franchiseur au niveau du modèle, mais la gestion en tant que telle, les salariés, voilà, tous les investissements, c'est lui qui les assume et qui prend les décisions. N'ayez pas peur de vous lancer, c'est ce que vous dit Rose-Marie Moins, notamment avec la franchise. Merci beaucoup d'avoir représenté la Fédération française de la franchise et merci d'avoir pris le temps d'éclairer avec nous justement tous ces freins à l'entrepreneuriat. Merci et belle journée à vous. Merci, au revoir. Vous êtes nombreux à prendre votre repas en photo et en général le poster sur vos réseaux sociaux, alors pourquoi pas en profiter de ce cliché pour savoir combien il y a de calories dans votre assiette. On vous parlera de cette application française qui rencontre un franc succès. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. On va découvrir ensemble cette application française Foodvisor qui compte les calories dans votre assiette en une seule photo. Sud Radio C'est ça la France. Et on en parle tout de suite avec Aurore Tran au micro de Sud Radio, une des cofondatrices de Foodvisor. Bonjour Aurore. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir. Nous sommes ravis de découvrir un peu plus avec vous cette application qui rencontre un franc succès. Alors, on scanne tout simplement son assiette et on a une idée de ce qui rentre dans notre corps, les qualités nutritionnelles et les calories.
Oui, exactement. Alors, on a développé des algorithmes basés sur l'intelligence artificielle, donc qui datent de 2015, donc il y a assez longtemps. Vous étiez une bande de copains d'école d'ingénieurs, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est né d'un projet de recherche, en fait, en dernière année d'école d'ingénieur. Et donc, on a travaillé sur des algorithmes qui pouvaient, juste à partir d'une photo d'un plat, identifier les aliments, estimer les quantités et vous donner les informations nutritionnelles. Et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui suivaient leur alimentation au quotidien, mais de façon manuelle, donc qui renseignaient tout à la main. Et donc, on s'est dit, et si on créait un produit qui permettait aux gens, juste en une photo, d'avoir les informations nutritionnelles. C'est que d'un côté, il y a ceux qui rentraient tout manuellement, et de l'autre côté, tous ceux qui prennent des photos, on le voit d'ailleurs au restaurant, et qui postent leur plat sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, l'idée est géniale. Pourquoi pas combiner les deux? Exactement, oui. Et donc, du coup, avec l'application Foodvisor, vous prenez en photo votre assiette et donc on va être capable d'identifier tous les aliments présents, d'estimer les quantités et de vous renvoyer instantanément toutes les informations nutritionnelles, donc que ce soit les calories, les protéines, les lipides, mais aussi toutes les vitamines, etc. C'est instantané, quoi. C'est-à-dire qu'il reconnaît tout de suite les aliments grâce à cette intelligence artificielle. Mais vous avez mis combien d'années à développer cet algorithme? Ça a mis longtemps. Parce qu'elle a été créée en 2015, l'entreprise. Oui, donc ça a été créé en 2015. Enfin, la société a été créée en 2015. Après, on a lancé l'application en 2018 parce que la promesse de base, c'était je prends en photo, je vais avoir les informations. Mais en fait, avec nos algorithmes, il y a un gros enjeu de données. Et donc, par exemple, pour reconnaître une banane, on va prendre peut-être une centaine de photos de bananes sous différents angles, des photos de la vraie vie, pas des photos qu'on trouve sur Google. Et donc, au début, on avait besoin de construire notre produit grâce à la communauté qui prenait plein de photos et qui nous aidait à enrichir nos algorithmes. Et donc, on réutilisait toutes les photos. Avec des recettes plus ou moins exotiques. Enfin, c'est vrai que la palette est large, on mange de tout. Hein. On mange de tout, oui. Et donc en 2018, on a lancé une première version de l'application, mais l'algorithme a fait que s'améliorer grâce au cercle vertueux des photos qu'on reçoit. Et donc là, on reconnaît à peu près 20 000 produits. Et on a un taux de reconnaissance de 94%, donc on reconnaît la plupart des produits. Et bon, il y a quand même des cas où on se trompe, ou alors vous voulez affiner. Par exemple, si vous avez mis de l'huile ou du beurre pour votre cuisson, et dans ce cas-là, on essaie de fournir une expérience très simple à l'utilisateur pour qu'il puisse en quelques clics affiner et corriger si besoin. J'ai mis 2 fois de la vinaigrette, je le rajoute. Comme ça, au moins, la réponse sera la plus précise possible. En fait, vous avez créé un carnet de bord numérique qui reconnaît tous ces aliments. Oui, on peut dire ça, ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce carnet de bord, il est complètement personnalisé. Donc, c'est-à-dire quand vous allez télécharger l'application, vous allez renseigner votre profil, votre objectif, etc. On vous pose pas mal de questions. Et ensuite, à partir de ça, nos nutritionnistes vont créer des recommandations personnalisées. Donc, vous allez voir, peut-être que vous avez besoin de X calories, protéines, lipides, etc. Et en fait, au fur et à mesure que vous remplissez du coup votre journal alimentaire, vous voyez, tiens, j'ai des carences en fibres, en protéines, etc. Et on va vous faire des recommandations pour manger plus équilibré. Alors aujourd'hui, combien d'utilisateurs utilisent Foodvisor ? Alors, on a 7 millions de téléchargements et donc beaucoup d'utilisateurs partout dans le monde. On est présent dans une vingtaine de pays. Nos plus grands pays étant la France, les US et le Brésil. Et là, on est en très forte croissance. On vient de lancer 14 nouveaux marchés. Donc, on est super contents. On est super contents aussi parce qu'on a des très bons retours des utilisateurs. Donc, il y en a beaucoup qui nous disent qu'ils sont en meilleure santé, qu'ils se sentent mieux. Vous attendiez un tel succès ? C'était assez fulgurant quand même. Après, vous pensez à toutes ces années de recherche et développement, de mise en place de l'algorithme, il ne faut pas l'oublier avant de pouvoir lancer l'entreprise. Donc ça n'a pas non plus été aussi immédiat que ça, mais il y a eu une rencontre qui s'est faite. Oui, je pense qu'il y a une rencontre. À la fois, il y a un côté qui attise un peu la curiosité, parce qu'il y a un côté magique avec je veux juste prendre en photo et je vais savoir. Enfin, il va reconnaître un peu comme le Shazam de la nourriture et il va me dire si c'est bon ou pas. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi un changement peut-être de perception de la nutrition, de l'alimentation, qui est devenu peut-être plus primordial, et où on se rend de plus en plus compte à quel point c'est important pour être en bonne santé. Et donc tout ça concomitant a fait qu'on a une belle croissance. Mais d'une manière générale, il y a quand même un vrai succès de ces applications dans le food. Je pense notamment à Yuka également, qui permet en une photo du Nutri-Score, d'avoir une idée de ce que l'on va manger. Donc, on sent vraiment une attente de la part des consommateurs. Oui, je pense que
les consommateurs ont envie d'avoir plus de transparence sur ce qu'ils mangent. Ils se rendent compte qu'en plus c'est super important pour être en bonne santé. Et donc Yuka, qui a eu un succès incroyable, à participer. Également outre-Atlantique. Hein. Oui. Alors d'ailleurs, le Conseil national de la consommation, composé d'industriels, d'associations de consommateurs, a recommandé il y a quelques jours aux applications de notation, comme vous, comme Yuka, d'être encore plus transparentes sur leurs critères d'évaluation, d'adopter une démarche plus scientifique. Ça montre aussi à quel point elles sont très populaires, ces applications. Oui, exactement. Nous, de notre côté, on utilise pour les produits avec un code barre, on utilise le Nutri-Score. Oui, donc ça c'est un peu la base, entre guillemets, la référence. Ouais. Oui, voilà. Et après, pour les produits classiques, on n'a pas tellement de notation. Donc nous, on privilégie surtout l'équilibre à l'échelle de la journée. Alors quel est le prochain grand défi pour Foodvisor? C'est continuer à se développer sur le territoire français, conquérir d'autres pays à travers le monde? Alors, il y a toujours plein de challenges et on essaie toujours de penser à la suite. Là, l'un des gros défis en ce moment, c'est l'international. Parce qu'on vient de se lancer dans 14 nouveaux pays. Donc, c'est des nouveaux marchés qu'on ne maîtrise pas forcément, avec des habitudes alimentaires différentes. Donc, de la concurrence ou pas sur place? Est-ce qu'il y a déjà d'autres applications sur le même... Donc, il faut aussi se frayer un chemin. Exactement, oui. Mais bon, on pense qu'on peut se faire une place. Donc il y a tout ce côté international avec tous les challenges que ça amène et améliorer l'application toujours pour que ce soit encore plus personnalisé et que ça réponde encore mieux aux attentes de nos utilisateurs. Étant donné que cette application est française, est-ce que le fait d'être d'un pays de la gastronomie, ça peut aider là aussi à s'imposer à l'étranger face à des concurrents ou non, pas du tout? On s'était un peu posé la question, mais on joue pas tellement sur ce tableau au final. Non, c'est vraiment la nourriture santé, quoi. C'est vraiment plutôt manger le plus équilibré possible. On n'est pas dans la gourmandise, quoi. Ah si, on est quand même sur la gourmandise. On n'a pas du tout envie de culpabiliser les gens et c'est pas notre mode de fonctionnement. C'est complètement OK si les gens font des craquages. Et nous, ce qu'on dit, c'est quand même faites-vous plaisir, mais mangez de tout plutôt en quantité modérée. Raisonnable. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement cette possibilité de suivre son alimentation, de réajuster. Ce week-end, ça a été très riche. Début de semaine prochain, je vais essayer de... Donc, il y a un suivi, quoi. Tout au long de son profil, il est constamment réactualisé, du coup. Oui, exactement. En fait... Nous, donc, comme je vous le disais, au départ, c'était surtout une technologie. On voulait reconnaître les aliments, donner les informations nutritionnelles. Et en fait, on s'est rendu compte en discutant avec nos utilisateurs que eux, ce qui les intéressait, c'était pas tellement de savoir combien de calories, mais est-ce que c'est bon pour moi, comment manger mieux, comment être en meilleure santé. Donc l'application a beaucoup évolué depuis le lancement en 2018. Et donc maintenant, on est plutôt autour de l'accompagnement personnalisé. Et donc, on va vous indiquer, chaque repas sera analysé en fonction de votre objectif pour savoir, pour que vous aurez des recommandations. Il y a des recettes. Maintenant, vous pouvez même avoir des vidéos de sport si vous le souhaitez. Et donc, en fait, l'expérience va être va être complètement personnalisée et l'application va être modulaire et s'adapter en fonction de votre profil personnel. J'avais lu dans la presse que vous aviez mené aussi des expérimentations dans la restauration d'entreprises pour, pourquoi pas, optimiser la facturation de plateaux, toujours avec cette idée d'une caméra qui va identifier finalement ce qu'il y a dans l'assiette et qui peut estimer un prix à payer, ce qui permettrait d'éviter les files d'attente. Donc, c'est une application qui continue. En fait, on en est qu'au début de ce qu'on peut obtenir avec cette intelligence artificielle dans l'univers du food. C'est vrai que la technologie de je prends une photo, j'ai les informations nutritionnelles, elle peut être utilisée pour... il y a beaucoup de cas d'usage. Et donc, on est souvent contacté par des entreprises qui sont intéressées, que ce soit pour la restauration collective, pour analyser ce qu'il y a dans le frigo, pour les recettes, etc. Et donc, c'est vrai qu'on avait eu un projet avec Elior pendant assez longtemps. Et le concept, c'était on crée une borne que vous mettez dans les cantines et du coup, vous passez votre plateau, on le reconnaît et automatiquement, on vous facture. Et donc, maintenant, c'est une autre société qui s'appelle Trevisor. Qui s'occupe de ça. Oui, c'est un peu une autre filiale. Vous êtes un petit milieu, en fait. Vous connaissez tous dans ce secteur. Oui, on connaît pas mal de gens dans ce secteur. On aime bien rencontrer les autres gens et apprendre d'eux parce qu'il y a toujours pas mal de choses à apprendre. Merci encore Aurore Tran d'avoir pris le temps de nous présenter cette application, cette start-up française Foodvisor qui ne cesse de gagner en
en consommateur, en abonné. À l'application partout dans le monde, vous l'avez dit. Merci encore d'avoir pris le temps de nous présenter Foodvisor. Très belle journée à vous, Aurore. Merci Nathalie. Il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut. Bonjour Nathalie. Vous rentrez du Pays Basque et vous allez nous parler d'une belle entreprise de la région. Exactement Nathalie, cette entreprise fabrique du linge de maison depuis 5 générations. Il s'agit de Tissage de Luz. Et je suis sûr que vous avez déjà repéré leur toile rayée et colorée qui habille les tables de salle à manger. Bien évidemment, je pense que je ne suis pas la seule. Et aussi le mobilier de jardin. Alors j'ai demandé à Virginie, qui s'occupe de la boutique d'Espelette, de nous parler de l'histoire de ces tissus labellisés Origine France Garantie. Ce sont des tissus traditionnels, à rayures, bayadères, qui datent de 1908. La maison date de 1908 et vous avez donc différents tissages. Vous avez le métis et vous avez le coton également. Vous avez aussi les tissages avec les 7 rayures des provinces basques, françaises et espagnoles. Donc vous avez le labour, la basse-navarre et la soule pour la France. Et au niveau espagnol, la Vala, la Navarre, la Biscaye et Guipúzcoa. Et à chaque fois, des couleurs Exactement, différentes. Tout à fait. Alors, je crois que l'origine de la maison, c'était des tissus pour bœufs. Oui, tout à fait. En fait, c'était un drap que l'on mettait sur le dos des bœufs, qui s'appelait des mantes, qui les protégeait des insectes et de la météo. Voilà, là je vois un panneau qui résume un petit peu l'histoire de ce linge. Alors comment ce linge pour les bœufs était-il fabriqué ? Alors c'était du chanvre à l'époque, c'était pas du coton. Après ça s'est décliné en nappe par la suite. Après il y a eu une évolution de tout ça. Les bœufs n'ont plus de mantes sur le dos, bien évidemment maintenant. Et tout est décliné et en fonction des rayures, vous avez, selon les années, vous avez une modernisation des tissages également. Donc vous avez les petits carreaux, vous avez aussi les nappes métis coton-lin avec des tissages différents, avec des motifs différents. Donc on évolue. Maintenant, on évolue plus vers la couleur. Donc la fibre qui est travaillée, c'est la fibre de coton et éventuellement aussi, il y a du lin. Et du lin, voilà, tout à fait. Exactement. Alors je visualise très bien les rayures de ce linge traditionnel, mais je crois que les couleurs avaient une signification particulière, Thibaut. Absolument, alors il y a plusieurs histoires liées à ces couleurs. Alors moi j'ai entendu dire qu'elles représentaient les familles basques et leurs professions. Par exemple, le rouge pour les éleveurs, le bleu pour les pêcheurs et le vert pour les agriculteurs. Mais revenons à aujourd'hui, Virginie vous explique comment et surtout où ce linge est fabriqué. Alors, le tissage se fait dans la région du Rhône-Alpes, en sachant que la maison date de 1908. Ensuite, lorsqu'il y a eu la crise du textile en 1977, tout a malheureusement fermé. Donc, ensuite, ça a été délocalisé dans la région du Rhône-Alpes pour le tissage. Mais tout ce qui est confection, réalisation et création se fait à la ressort dans nos ateliers. Donc, on est 100% Made in France. Made in France. On participe au salon Porte de Versailles tous les ans, mi-novembre, au Made in France. Et je vois que vous continuez à innover, il y a des collections chaque année. Chaque année, il y a 2-3 collections par an qui se font et les couleurs changent également. Enfin, on essaie de faire... c'est très coloré chez nous, en fait. Voilà, et je vois que vous mettez vraiment en avant les arts de la table. Exactement, c'est important, une belle table. Une belle table. Voilà, la gastronomie basque également. Ouais. Voilà. C'est quoi pour vous la table idéale basque ? Comment dresse-t-on une table au Pays Basque ? Une belle table, c'est une belle nappe, des belles serviettes, un beau bouquet et puis de bonnes assiettes voilà, pour bien manger. À l'heure du déjeuner, vous nous donnez envie. Mais écoutez, bon, j'ai fait une mise en scène ce matin. Effectivement, ça donne toujours envie, mais bon, malheureusement, je ne vous sers rien, mais ça donne envie, c'est le principal. Qui est la clientèle de la maison ? La clientèle, bon, on a beaucoup de touristes en ce moment. Après, nous avons aussi des Anglais, parfois, des étrangers, qui viennent aussi un petit peu sur Espelette, puisque ce sont les piments d'Espelette, bien évidemment. Donc, le village est bien connu pour ça. Et puis donc beaucoup de locaux aussi, hein. On a des clients habituels qui viennent nous voir également acheter pour faire des cadeaux ou même pour eux, voilà. Mais c'est important d'en prendre d'abord plein les yeux avant d'en prendre plein les papilles, Thibaut. Je suis d'accord avec vous. Merci encore, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte. Merci à vous également, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout, d'ici là, portez-vous bien. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, chaque jour aux côtés des artisans, vous a présenté Sud Radio, c'est ça la France.